Martin. Je vais pouvoir tout à l'heure enchaîner avec des éléments que mon collègue Jean-Philippe a amenés. Tout d'abord, c'était un travail d'envergure, quand même, pas mal, très d'envergure. Rencontrer des gens, faire des entretiens, ça ne devait pas toujours être facile de rencontrer les gens et tout. C'est certain que je vais avoir des questions, moi, au niveau méthodologique tout à l'heure, mais dans un premier temps, j'aimerais quand même y aller au niveau on va juste prendre cet exemple-là ici. Moi, je vois les entrepreneurs, qu'est-ce qui peut distinguer, par exemple, les entrepreneurs et les innovateurs? Dans le texte, je sais qu'à un moment donné, il est fait mention que les producteurs, à un moment donné, par la nécessité, développent des solutions pour aller développer des outils, etc. Mais on ne voit pas les producteurs là-dedans. On voit l'entrepreneur qui, si j'ai bien compris, est le leader, c'est-à-dire celui qui va stimuler le secteur économique de l'ananas dans la région en achetant, j'imagine, la production des petits producteurs. Mais je ne vois pas le lien entre... je ne vois pas de producteur là-dedans. Et je ne vois pas la différence entre l'innovateur... je vois pas... les chercheurs, peut-être les comprendre. Les bailleurs de fonds, oui, OK, c'est ceux qui vont donner de l'argent. Mais en même temps, tu as mentionné que l'État était très peu présent. Les bailleurs, est-ce que ce sont les entrepreneurs? Les consommateurs, oui, ça, on voit bien que le consommateur aime bien l'ananas de chez toi. Mais j'ai de la misère, moi, avec ce schéma-là, surtout que tu as mentionné, en fait, que l'État était très peu présent. Et tout de suite, tout à l'heure, en répondant à une question de Jean-Philippe, tu as dit oui, mais l'État a mis une réglementation. Donc, il est très impliqué finalement. Alors, est-ce que tu pourrais me démêler un peu cette dynamique d'acteurs-là, dans ce modèle-là, parce que je l'ai difficulté à le voir. Merci beaucoup. Alors, dans ce modèle, nous avons des acteurs, et ces différents acteurs dont nous parlons ici, et je les présente d'abord. Et les entrepreneurs sont ceux qui agissent, ceux qui travaillent. Tout ce que nous avons vu le système AYA avec des gens autour, tous l'ensemble, la forme des entrepreneurs. Le leader et tous les autres producteurs, consommateurs, ce sont les entrepreneurs. Mais innovateur, c'est celui qui crée quelque chose de nouveau, et celui qui sort quelque chose qui a un caractère nouveau, inventif, et qui est vendable. Et donc, les innovateurs peuvent devenir aussi entrepreneurs, comme mon cas. Moi, je suis innovateur, détenteur de 10 brevets d'invention et entrepreneur. Et donc, l'innovateur qui a quelque chose de vendable peut devenir le vendeur de son propre produit. Là, l'innovateur devient vendeur. Mais l'innovateur peut rester seulement au niveau innovation en créant quelque chose de nouveau et en mettant au service des autres. Donc, les innovateurs dans ce système-là, ce sont des gens qui créent, et il y a des ingénieurs dedans. Face à les difficultés, ils créent des choses. Et puis, ça favorise le développement du secteur. Il y a même une cellule d'innovation où il n'y a que des ingénieurs et des techniciens de lycée qui sont là et qui créent des petites machines et qui font des choses que les autres achètent. C'est ça que j'ai dessiné en périphérie des AIA. Donc, ce sont les innovateurs. Les consommateurs, comme vous le dites, c'est toute la population, c'est tout le monde. Et les bailleurs, ils ont des systèmes de microfinance internes, des banques informelles, des tontines. Donc c'est une forme de financement. C'est cela que j'appelle bailleurs. Parce que les grandes banques au Bénin sont des banques commerciales. Il n'y a pas de banque de développement au Bénin. Ils ne prennent pas le risque de financer des activités qui sont en processus de développement. Ils évitent des risques. Et les chercheurs qui sont dans le système, qui investissent dans le système, c'est des gens qui intègrent le système comme moi, j'ai vu certains, et qui sont présents dans le système. Et qui, de par leur réflexion, apportent des idées, et disent, vous pouvez améliorer, tel que moi aussi j'ai fait maintenant. Je fais partie du système comme ça, je peux dire, tiens, faites comme ça, orientez la chose comme ça, en tant que lecteur, avec mes yeux de chercheur, je peux leur donner des idées. Et l'État, comme vous l'avez dit, l'État n'est pas acteur
direct dans le système, mais c'est l'acteur de régulation. Et si le ministre de cadre de vie a imposé que dans toute culture rentière au Bénin, coton, comme ananas, comme acajou, il faut d'autres cultures, des couloirs. Ce n'est pas seulement pour l'ananas, c'est pour toute culture entière. Parce que le Bénin produit tellement de coton et produit aussi d'autres choses pour exporter. Mais l'État, pour éviter que le pays soit désert, comme l'a souligné le professeur tout à l'heure, il faut des limites pour pouvoir conserver notre nature. C'est pourquoi j'ai mis tout cela dedans. Donc l'ensemble de ces acteurs font le système. Voilà. Moi, ça me soulève certaines préoccupations quand je vois cet aspect-là du modèle de développement, parce que ça ressemble étrangement, ça peut ressembler étrangement, même si je sais que les cantines et les compagnies, c'est une forme d'économie sociale, et puis c'est fort important dans certaines régions, mais à la lueur de, par exemple, les droits de propriété des petits producteurs. À un moment donné, tu mentionnes que les petits, la terre, tout le monde peut l'acheter, ils vont en acheter. Bon, moi, je me pose la question, qui achète vraiment, comment ils vont transférer leur terre. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a de la spéculation? Parce qu'à un moment donné, sur la production, ensuite de ça, les terres les moins bien nantis, parce que ce n'est pas un territoire probablement homogène, c'est des territoires où tu as des zones où c'est plus productif que d'autres. Comment est-ce que c'est déterminé? La dépendance face à un marché extérieur, même si les gens boivent beaucoup de jus d'ananas, à un moment donné, il y a des limites à boire du jus d'ananas, quand même. Et à l'étranger, les changements climatiques également qui peuvent venir influencer l'état du sol, appauvrir les sols, rendre plus difficile la gestion, si on veut, de la ressource, l'usage de pesticides potentiels, des insectes, etc. Donc, moi, je vois que c'est un beau modèle, là, tu le présentes, c'est un très beau modèle économique, avec une petite pointe d'humanisme où, enfin, on donne la possibilité aux gens de développer et d'avoir un meilleur salaire. Ça, je suis tout à fait conscient de ça, mais c'est toute la concentration de pouvoir entre les mains de certaines personnes qui, dans un contexte incertain, même si les bénévoles vont continuer à boire du jus d'ananas, ça c'est certain, là, mais, parce que je le vois bien, ils ont l'air à l'aimer leur jus, mais au niveau extérieur, un peu comme Jean-Philippe le mentionnait, comment est-ce que, au-delà de dire oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont déjà pensés en cas que ça arrive? Et non pas être réactif. Parce que tout à l'heure, tu as mentionné le terme « nous avons la capacité de résilience », mais ça, je ne crois pas que dans la thèse, tu puisses démontrer ça, la capacité de résilience. Ça, c'est certain. Utilise pas ce terme-là. Mais par contre, pour le reste, tu as fait une belle démonstration. Alors, comment tu peux... D'abord, si je reviens sur le modèle, je vois... c'est un schéma dans ma tête, hein. Je vois le développement du territoire comme une équation, une approche équationnelle dont le contexte et l'État sont un facteur et les acteurs au milieu, ce sont ces gens-là. Et les grandes activités, les grands domaines où ils sont mobilisés sont les trois grands domaines-là. C'est une manière de voir, d'approcher la réalité. Ce n'est pas tout à fait juste, mais c'est une image juste de la réalité que j'essaye de présenter pour me faire, c'est une impression de mon image mentale que j'essaie de faire. Maintenant, en ce qui concerne les menaces, ce qui peut... quand j'ai traversé ces champs d'ananas, ces industries d'ananas, ils ont un slogan. Ils disent, ils vont débouter le Coca-Cola. Que pour eux, le Bénin consomme beaucoup plus de Coca-Cola. Et qu'ils ont quelque chose de naturel ici et qu'ils vont débouter. J'ai dit, mais non, mais essayez de faire quoi? Là, il y a plus de 100 ans. Essayez de faire, je vais voir. Seulement, essayez d'avoir votre segment de marché. L'autre aspect qui est important est qu'il y a la culture écologique de l'ananas au Bénin. Il y a une région dans Aladara consacrée rien que produits bio.
et la Suisse et une partie de la France qui finance ça, qui soutiennent et qui encouragent. Et ceux-là, ils ont des critères. Et on ne coupe pas les arbres. On fait des ananas selon des distances données. Et puis, c'est l'engrais vert. C'est l'engrais, c'est les plantes, tout ce qui détruisent là, ils transforment ça en engrais vert. Et là, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien. Et cet ananas coûte 5 fois plus cher que l'ananas produit par les autres avec des engrais et des pesticides. Donc, cette partie du marché est très importante parce que ça là, c'est pour exploitation, rien que pour exploitation, et ça, c'est beaucoup prisé aussi. Donc, c'est une manière de s'adapter au marché, une manière de prendre aussi, d'être aussi spécial sur le marché. Parce que ça n'existe pratiquement pas. De l'ananas bio dans notre région, ce n'est que dans cette partie-là. Et toujours dans l'ADA qu'ils font ça. Donc, c'est comme une révolution où on s'adapte à la situation, mais on continue d'apprendre. Parce que c'est comme un long couloir sombre où on voit plus clair, mais la science nous permet de faire une projection, de voir aussi loin que possible avant d'avancer pour ne pas être réactif comme vous le demandez. Et je pense que ce travail qui se fait, nous chercheurs qui allons dans ce système, nous devons les réveiller et faire en sorte que des réflexions soient disponibles pour aider la filière à être durable au plan commercial, au plan environnemental, sur tous les plans, pour que cette indication géographique soit favorable au développement du Bénin. J'estime ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Oui, c'est bon. Donc, on a un autre tour après. Oui. Donc, Christiane, je fais ton tour pour les questions. Oui, alors, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Agon, je suis très heureuse de la présentation que vous avez faite. Je pense que ça montre toute la richesse qu'il y a à partir d'une ananas pour étudier finalement l'ensemble du monde. Hein? Parce qu'on peut partir d'un objet très petit et multiplier, et on voit par les questions que mon collègue a posées précédemment, qu'on aurait pu étudier finalement l'IPE sous l'angle effectivement d'un marché international, ou encore sous l'angle de la résilience, ou sous l'angle environnemental. Enfin, il y a plusieurs éléments, mais il faut bien se rappeler que il y a des questions très précises qui ont été posées et auxquelles vous avez bien répondu. Mais je pense qu'effectivement, votre thématique et votre sujet est si passionnant que je crois que vous êtes dû pour un postdoc. Parce qu'on voit que c'est toujours la même chose quand on finit une thèse, hein, on s'aperçoit qu'il en reste encore plus à étudier que ce qu'on a étudié. Et toutes les questions qui ont été posées jusqu'à présent montrent bien qu'il y a encore beaucoup d'aspects qui pourraient être fouillés. Et peut-être que le modèle que je vous présentais justement, en écrivant peut-être juste en dessous quels sont les acteurs précis ou qu'est-ce qu'ils font, nous aiderait peut-être à comprendre ou aiderait mes collègues à mieux comprendre l'intérêt de ce modèle. Moi, je vais peut-être continuer justement pour vous permettre de préciser un petit peu, parce que je pense que les questions qui ont été posées jusqu'à présent sont très pertinentes, notamment par rapport à la période d'études. Les entrevues ont été faites, si je ne m'abuse, sur une période d'environ 6 mois à 1 an, mais est-ce que votre questionnaire permettait, parce qu'à un moment donné, vous avez parlé de 90-2010, est-ce que malgré que l'entrevue a été faite parce qu'on sait bien quand on fait une thèse qu'on ne peut pas faire des entrevues sur une dizaine d'années, sinon déjà votre thèse a pris 7 ans, il faudrait doubler le temps. Mais est-ce que dans vos questions ou dans votre analyse, vous avez tenu compte justement à travers la recherche documentaire de l'évolution de l'industrie ou de la filière de l'ananas sur une plus longue période?
Bon, alors ça, c'est une petite question très rapide à répondre. Si vous me permettez, je continuerai avec la question des opportunités et des menaces, parce que, bon, on sait que la question des opportunités et des menaces fait partie du modèle de la planification stratégique. Tout ne se résume pas non plus à des opportunités et des menaces, mais tout de même, est-ce qu'on peut dire que dans le cas de l'ananas au Bénin, il y a deux facteurs de stabilité, si on pourrait s'exprimer ici par rapport à la production cyclique de tout produit, c'est-à-dire qu'on a un marché interne qui est très important. Je ne sais pas quelle est la proportion du marché de consommateurs interne versus l'exportation. Et finalement aussi, en termes de capitaux, est-ce qu'on n'est pas dans un modèle, justement, quand vous parliez de résilience, je dirais que vous ne l'avez pas étudié comme tel, mais si on parle de, je ne voudrais pas inventer un nouveau terme, là, mais de capital résilient, c'est-à-dire de capital interne, est-ce que l'ensemble de la production, si l'État ne fournit pas d'argent, si les bailleurs de fonds sont les producteurs eux-mêmes, est-ce qu'on n'est pas justement dans un modèle plus, si vous voulez, plus stable, un modèle économique plus stable, et est-ce qu'on ne peut pas parler aussi davantage à ce moment-là de robustesse des résultats compte tenu que l'ensemble des facteurs qui font que ce système d'industrialisation à petite échelle, qui était quand même l'objectif central de la thèse, c'est-à-dire de comprendre s'il y a un phénomène central qui est l'industrialisation rampante, d'ailleurs comme l'ananas, hein, c'est une image intéressante. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans un modèle qui nous permette de justement penser qu'il va y avoir juste de par la consommation ou des besoins, même si tout le monde ne boit pas du jus d'ananas, est-ce qu'on peut penser que le modèle ou la situation au Bénin peut répondre à 100% des besoins en termes de vitamine C ou de santé pour l'ensemble, et ce qui nous permettrait de dire finalement qu'il y a au moins une composante, si on va faire au modèle de Niasse-Isaac, c'est-à-dire qu'il y a aussi répondre aux besoins fondamentaux qui est l'aliment, qui est dans les cas des pays en voie de développement qu'on sait qui fait très défaut, qui est l'alimentation de base. Alors, moi, c'est ça, je voulais revenir sur un peu, faire le lien entre ce qui a été dit jusqu'à présent et voir dans quelle mesure la transformation aussi sur place n'est pas un autre facteur, une autre opportunité qui permet de stabiliser le modèle et conséquemment les résultats de la recherche. Oui. Merci beaucoup. La période, c'est vrai, c'est de 90 à maintenant. Et moi, pour mes observations, mes travaux avec ces acteurs, depuis 2011 que je les ai approchés jusqu'à cette année, même avant de voyager, j'ai été encore voir des gens. Je suis devenu partie intégrante de la filière. Et donc je suis avec eux, je vois l'évolution. Et malgré les menaces dont on a parlé, il y a quelque chose de stable, comme nous voyons. Il y a une filière qui existe, qui est là. Il y a une transformation qui se fait. Il y a un marché interne important. Et puis j'ai souligné quelque chose dans la thèse. Le Sahel. Le Sahel consomme plus aujourd'hui de jus que d'autres choses. Parce que le Sahel, c'est beaucoup plus islamique. C'est beaucoup plus des musulmans. Les musulmans ne boivent pas d'alcool. Et donc, c'est des conteneurs de jus d'ananas qui quittent le Bénin vers le Tchad, vers le Niger, vers la Libye. Vers la Libye. Et donc, non seulement on satisfait le besoin interne avec ces produits, mais aussi le Sahel en matière de produits transformés. Parce que le Nigeria prenait des produits fruits, c'est-à-dire les produits non transformés, pour nous ramener des jus. Aujourd'hui, nous transformons pour ramener les produits transformés au Nigeria et aussi dans le Sahel. Donc il y a un marché interne stable. Et quels que soient les mouvements internes menaçants, le marché intérieur restera stable. Et puisqu'il y a aussi ils se financent eux-mêmes, ils sont bailleurs pour eux-mêmes, et ils n'attendent pas l'État. L'État, c'est la garantie de la stabilité de choses là, de paix, parce que dans les pays africains, il y a beaucoup de guerres. Et du fait des guerres,
les entreprises ne peuvent pas évoluer. Mais au Bénin, c'est le berceau de la démocratie, il y a toujours l'accalmie. Donc, cette garantie de paix fait que les entreprises se développent. Donc, partant du fait qu'ils se financent, et les entrepreneurs se financent eux-mêmes, ils innovent, et que le marché interne est stable, nous pouvons dire que sous ce temps-là, les conclusions peuvent être considérées comme robustes parce que nous avons quand même un marché, il y a un développement qui se fait, et il y a aussi l'exportation vers le Sahel qui est garantie, et quels que soient les problèmes autour, on peut être tranquille et stable. Et c'est une réalité. Un milieu où il y avait des braquages, des gens qui tiraient sur les étrangers pour leur arracher leurs sacs, pour arrêter des voitures. Ce milieu aujourd'hui, c'est un milieu de paix où parce que tout le monde a du travail. On dit que là où les gens sont satisfaits, il n'y a pas de guerre. Là où il y a des guerres, les gens ne sont pas satisfaits. Donc il n'y a plus de braquage dans ce milieu. C'est quand même un apport au développement de toute une région. C'est ce que je peux dire. Le temps n'est pas assez long, mais la photographie du moment que nous avons fait nous permet de proposer que nous sommes dans une situation qui serait stable, qui serait utile pour le développement du Bénin, d'une partie du Bénin, et qui est un modèle pour le reste du Bénin. Et juste une sous-question par rapport à justement la diapositive et votre modèle. Où metteriez-vous le territoire, justement? Voilà. Non. Le territoire, c'est tout ce qui est en vert, c'est ce que j'ai développé dans la terre, je l'ai expliqué. Tout ce qui est, tout ceci-là, c'est le territoire qui contient les gens. Et les acteurs sont là avec des relations et les grands domaines d'activité là. C'est ce que j'essaye de montrer dans le modèle. Et la proportion de la production versus la transformation, elle est de combien? Est-ce que la transformation et il y a toujours un lien entre production, on peut pas avoir. Est-ce que on transforme tout, 100% de la production, ou on transforme 10% de la production actuellement? Avant, jusqu'en 2010-2011, tel qu'ils m'ont raconté les choses, c'était jusqu'à 90% qui partaient pour l'exportation. Mais à cause depuis 2011, depuis 2012, à la menace de Boko Haram, la transformation est beaucoup plus interne aujourd'hui. Ils ont dépassé les 15-20%, et surtout que le Sahel est beaucoup demandeur. Et aussi, il y a un facteur religieux au Bénin. Les Béninois sont beaucoup plus chrétiens, et les chrétiens au Bénin ne boivent pas de l'alcool. Ils sont au jus. Et donc, je l'ai expliqué aussi dans la thèse. Ils apportent, ils contribuent comme ça à donner, à satisfaire les chrétiens et les musulmans. Un grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Oui, donc, ça va, Madame Gagnon? Très bien, merci. Donc, je crois que c'est un peu à mon tour, mais comme j'avais annoncé, je vais rappeler un peu une ou deux questions de notre collègue Mme Ouédraogo, qui est professeure évidemment à l'Université du Québec à Chicoutimi. En fait, M. Valentin, il y a peut-être deux questions que j'ai retenues de ses propos que je trouve intéressantes. D'abord, elle mentionne, elle fait état qu'effectivement, dans votre thèse, dans une espèce de grand tableau qui occupe beaucoup d'espace d'ailleurs, vous faites état de sources documentaires, et là-dedans, vous faites état d'une planification locale, ce qu'on appelle le plan de développement de la commune d'Ayala à tous les 5 ans, je pense, ou 4-5 ans. Et elle se posait comme question, et je la trouve une question intéressante et pertinente pour la séance, c'est-à-dire qu'elle disait, c'est quoi le rapport entre cette planification-là et le développement de la filière, disons, ananière? Est-ce que c'était déjà un peu anticipé dans l'exercice de planification? Oui ou non? Ou alors, ce développement-là, est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans la manière dont, aujourd'hui, au Bénin, on planifie le développement local et régional? Ça, c'était la première question, oui. Madame. Alors, oui. Le plan de développement d'Alada, j'en ai fait cas et quand je présentais la région. Et l'ananas est le produit que Alada vend. C'est au cœur même du plan de développement. Okay. Les produits phares, je les ai soulignés quelque part dans la thèse au niveau
au niveau de la terre, j'ai souligné quelque part qu'aujourd'hui, le plan de développement de la région tient compte de cette variable ananas et que c'est fait partie des produits les plus importants de la région. D'ailleurs, d'abord au Bénin, on a protégé l'ananas comme l'indication géographique de Alada. C'est ce que, s'il y a, si on peut faire l'emblème ou bien une image de Alada, c'est ananas. Et donc, la commune mise sur l'ananas, et c'est pourquoi les notables ont dit ceci ici, ce que j'ai vu tout à l'heure ici, là. La région doit son développement pour plus de 80% aux associations d'ananas. Ce sont les notables, ce sont les municipaux qui m'ont dit ça. C'est pourquoi j'ai rapporté ça ici. D'office, ça fait partie du plan de développement d'ananas. C'est une spéculation importante, au cœur même du développement d'ananas. Oui, très bien. Deuxième question de notre collègue. Elle mentionne que vous discutez de la question du réseautage entre ces industries agroalimentaires et elle se demande quelle dynamique il existe entre ces industries, ces agro-industries ananières et les autres filières agricoles. J'imagine qu'on ne fait pas juste de l'ananas dans le pays. Et est-ce que ça ne pourrait pas créer ce qu'elle appelle une valeur ajoutée éco-territoriale? Voilà la question de Mme Leonardo. Oui. Il y a, sur le terrain, comme dans ma thèse, j'ai montré que les agriculteurs ont un lien avec les producteurs d'ananas. D'abord, les agriculteurs se convertissent en producteurs d'ananas parce que c'est mieux que ce qu'ils faisaient. Et il y a ce lien, ils sont aussi associés, liés à ces producteurs agricoles, aux agriculteurs pour la distribution des intrants. Les besoins des intrants, en association, c'est ensemble. En fait, ils font partie les acteurs d'ananas font partie des acteurs agricoles, mais d'une autre manière. C'est une autre filière à part. Et ils partagent quelque chose, il y a un lien entre eux, il y a un lien dynamique entre eux. Et pour les encourager, l'État fait tout pour que cette région soit visible, parce qu'ils se rendent eux-mêmes bien visibles. Et l'État, j'ai vu récemment, l'État est parti, j'ai vu quelque part, voilà, l'image est là, voilà. Le président du pays est là, le roi est ici. C'était pour inaugurer une industrie, la plus grosse industrie qui peut transformer l'ananas. À cause de la menace de Nigeria, l'État les a négocié avec la banque et ils ont obtenu une industrie pour eux. Et l'industrie sera gérée par les acteurs internes, par eux-mêmes. À un moment donné, ils vont finir par rembourser tout pour que ça soit un bien de la commune. Et l'État est là pour les encourager, pour que cette indication ne cesse pas. Donc il y a un lien entre les producteurs et les acteurs de l'ananas. Et comme je l'ai dit aussi dans la thèse, les forgerons, les menuisiers, tous les maçons, tous les acteurs de diverses filières trouvent à faire avec eux parce que les producteurs d'ananas ont besoin de menuisiers, ont besoin de tel, ont besoin de tel. Il y a même des stations qui s'installent parce que il y a beaucoup de mouvements de ce milieu vers l'extérieur. Il y a un acteur, une actrice que j'ai qui a 12 camionnettes. 12 camionnettes, rien que pour transporter l'ananas de la région au marché Topa. Et ces 12 camions, on ne sait pas combien de foyers ils font par jour parce qu'ils commencent à 5 h du matin et ils finissent à 5 h du matin. Donc ça ne s'arrête pas, c'est à tout moment. Et on dit que c'est la plus riche que l'ananas l'a enrichi. Donc c'est comme ça qu'il y a des liens avec les transporteurs, avec tout. C'est un réseau dense, mais qui fait intervenir aussi d'autres acteurs dedans. C'est un réseau très dense. Les autres ont un lien avec eux. C'est vrai que je n'ai pas montré ça dans ce modèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer à mes propres questions. Oui, c'est ça. Disons que, d'abord, évidemment, moi, j'ai apprécié la lecture de votre thèse, évidemment, ça, je dois le dire. C'est une thèse qui est très bien documentée. Vous avez fait énormément le tour des lectures nécessaires, importantes. Vous démontrez une bonne maîtrise de tout ce champ de connaissances. C'était vraiment intéressant.
parfois je me disais, il y en a trop, parce que c'était long avant d'aboutir aux questions, là, si on veut. Bon, mais je vous invite quand même à faire attention, parce que comme vous avez lu beaucoup, c'est qu'à un moment donné, vous avez fait des petites erreurs. Puis comme ça touche mes propres publications, je les ai tout de suite repérées, ou vous m'attribuez des propos qui sont d'un collègue dans le livre où on a tous participé à un ouvrage collectif. Donc là, c'est facile de faire ce genre d'erreur-là. Mais là, je me dis, comme vous l'avez fait pour moi, ça va peut-être arriver pour d'autres aussi. De toute façon, ces coquilles-là, je vous les ai transmis ou je vais les transmettre de toute façon. Moi, ma question principale, en fait, c'est le lien que... Je dois dire que les questions de mes collègues ce matin m'éclairent beaucoup, et vos réponses aussi, et me donnent une autre vision un petit peu de la thèse, au sens où tout l'aspect de, je dirais, culture de rente, presque. Là, moi, j'ai étudié ça il y a 40 ans, les cultures de rente en Afrique. J'ai l'impression que c'est ça qu'il s'agit. Mais moi, le point qui m'a un peu... dans ma compréhension de l'industrialisation, c'est toujours gros. Je me souviens, le concept, même ici en Amérique, on parle Henry Ford, le Fordisme, la production en série. La production industrielle est une production qui a des caractéristiques assez spécifiques, qui s'appliquent mal en général au secteur agroalimentaire. C'est une production en série abondante, c'est-à-dire que l'industrie ne peut pas être, par définition, à petite échelle. Alors, comme moi, je ne connaissais pas le concept avant de lire votre thèse, j'étais très intrigué de savoir c'est quoi une industrialisation à petite échelle, vu que l'industrialisation, dans ma vision à moi, elle est à grande échelle comme caractéristique intrinsèque. Et évidemment, quand vous avez fait le rapprochement des autres, notamment le système productif locaux, là, j'ai trouvé ça intéressant, mais en même temps, en lisant, je me disais, mais pourquoi prendre ce concept-là s'il n'y en a pas un autre qui peut nous expliquer la réalité que vous vouliez observer dans cette région-là? Donc, ce serait ma première question. Là. En quoi vous avez senti le besoin de trouver un autre concept d'industrialisation à petite échelle qui vous semblait mieux rendre compte du phénomène que vous vouliez observer, c'est-à-dire cette espèce quasiment d'explosion de l'industrie agroalimentaire ananière dans cette région-là, le sud Bénin.